Mes chers amis et compatriotes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que nous allons terminer ce thème en beauté et passer au thème suivant. J'en suis impatient. Alors mes chers amis, la vie, l'essence qui maintient notre existence, ce tout est un cadeau de la nature. L'univers et ses cieux, cette beauté qui nous émerveille chaque jour dans notre quotidien. Mes chers amis, la science admet que l'univers a été influencé par une nature mathématique. Je vais vous parler d'une suite de nombres qui fait souvent fascination chez les mathématiciens et les scientifiques et qu'on nomme la suite de Fibonacci. Ça consiste à élaborer une succession de chiffres et de calculs en commençant par les chiffres 1, donc par le calcul de 1 plus 1 est égal, on obtient évidemment 2. Puis pour continuer avec cette méthode, il nous suffit de prendre le résultat, donc 2, et de le calculer à son tour avec le second chiffre du calcul précédent. Par exemple, 1 plus 2 est égal 3, et ainsi de suite. Plus 3 est égal 5. Les chercheurs en ont conclu que cette succession, ou plutôt ces nombres, apparaissaient souvent dans le monde. Et pour authentifier leur thèse, ils se sont ils se sont tournés vers la nature et l'ensemble qui la forme, les pétales de fleurs, plus particulièrement des pâquerettes. Aujourd'hui, on appelle ça la suite de Fibonacci, mais en réalité, ce combiné avait déjà été imaginé auparavant, avant l'époque mésopotamienne, d'où le symbole de la pomme de pin dans certaines fresques. D'ailleurs, la civilisation égyptienne avait elle aussi connaissance, vous pouvez aller voir de toute manière, et il est dans mon devoir, en fait, si vous voulez, de rendre par reconnaissance ce qui appartient au propriétaire, comme il est dit de rendre à César ce qui lui appartient. Mais nous en reviendrons la prochaine fois. Donc, comme je disais, la pomme de pin est souvent représentée comme source d'exemple. En effet, on peut y voir les spirales formées par les écailles et dont on retrouve le nombre de Fibonacci. En revanche, dans le sens inverse, on obtient un nombre de Fibonacci qui est contiguë. Donc les uns des autres, évidemment. Donc proches. Et il y en a d'autres exemples, mais nous le traiterons dans le thème approprié. Là où je veux en venir, c'est que les mathématiques se trouvent tout autour de nous et que le hasard ne peut pas être aussi précis dans ses calculs. Par exemple, dans les grains de tournesol, on trouve deux séries de spirales. En les comptant dans leur sens directionnel, on obtient une fois de plus ces nombres Fibonacci. Incroyable, n'est-ce pas? Mais ce qui est passionnant, c'est quand on analyse de près le schéma que prennent les graines de tournesol, ou encore son chemin inverse, on a l'impression que ces graines prennent un chemin expansif. Mais on pourrait aussi bien y faire un rapprochement avec le soleil et tout ce concentré qu'on retrouve au cœur, et aussi ainsi que ces pétales semblables aux rayons de soleil. Donc il faut prendre en compte, les amis, que les mathématiques expliquent parfaitement bien l'univers. Cette suite de chiffres, on la retrouve dans les constellations aussi. Souvenez-vous, les amis, lorsque je vous ai parlé de la puce électronique, de sa complexité et du fait qu'elle a été fabriquée et avant tout imaginée. Sa constitution est faite de calculs, de mathématiques, comme dans un jeu vidéo. Tout part d'un point vers un autre. Ce procédé est dû à une succession de chiffres et de calculs qu'on a programmés et insérés dans un logiciel. Le commencement et le début de la partie. Même chose pour la puce électronique et les données qui lui sont intégrées. D'ailleurs, on nomme ça circuit intégré. Alors, je sais plus si on avait évoqué puce électronique ou interrupteur. Bon, je sais plus, enfin bref. Donc, c'est pour vous dire que pour donner vie, ou plutôt en reprenant l'exemple du jeu vidéo, pour donner vie aux images, le programmeur va y introduire, si vous voulez, des données mathématiques dans un logiciel. Ensuite, pour que ces données forment une image, il faut une plateforme donc informatique munie de cartes graphiques, donc tout un tas d'ensembles de techniques pour émettre et recevoir des séquences audiovisuelles. Dans ce jeu dont les images prennent vie, c'est le programmeur qui introduit, si vous voulez, les lois de la physique. Les mathématiques sont comparables à ce qu'on ne voit pas, et pourtant nous savons qu'elles sont là. En revanche, nous percevons la matière, et entre nous avons la physique. Toute cette multitude de planètes, d'étoiles et autres formant une structure mathématique avec le rôle de maintenir la vie.
C'est un miracle qui s'explique de différentes manières, hein. Prenons compte que l'univers a un nombre de propriétés fixes de manière à y maintenir de la vie. Pourtant, on a tendance à oublier que le tout aurait pu être différent. Nous avons de la chance que la gravité permette de rassembler de la matière, hein, pour en faire des planètes et autres, ainsi que toutes sortes d'organismes complexes. On trouve de la force nucléaire, assez pour maintenir les protons et neutrons ensemble, hein, dans le noyau et en faire des atomes. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a une énergie magnétique, hein, qui agit en bon raisonnement et permet de combiner les matériaux, l'énergie et même ce qu'on ne voit pas. L'univers est manipulé par une énergie, hein, qui travaille sans cesse parce qu'on l'a programmé ainsi avec un calcul opéré à partir de chiffres se définissant par les lois et des constantes physiques. Le tout sur une bonne fréquence, évidemment. Alors rappelez-vous, chers amis, lorsque j'avais évoqué dans la partie 2, hein, qu'en réalité, tout n'était que énergie. Et avant la manifestation de cette énergie, il n'y avait rien. Ce rien n'est pas comparable au vide ou à l'espace, hein. D'ailleurs, nous ne pouvons l'imaginer. Puis par la volonté, un champ gravitationnel est né, avec à l'intérieur une énergie qui s'est solidifiée par ce changement de degré thermique. Donc l'énergie s'est rassemblée dans un point minutieux, puis par une réaction thermique, cela a abouti à une répulsion de cette énergie transformée en matière. Pour qu'il y ait cette force gravitationnelle, dans ce qu'on appelle espace, les objets doivent être en orbite et préserver assez de vitesse. Mais en réalité, il y a aussi autre chose. Et ce autre chose se trouve à l'extérieur de l'espace. Et comme je le disais, c'est ce autre chose qui est à la base de la fameuse réaction thermique dans l'espace. Et a aussi pour rôle, hein, si vous voulez, de maintenir la matière dans l'espace. Ce que je veux vous dire, vous faire comprendre, c'est qu'il y a 3 facteurs à prendre en compte dans le mécanisme gravitationnel. Les objets doivent tourner sur eux-mêmes pour créer une force centrifuge. Ensuite, tout ce qui se trouve, si vous voulez, à proximité, sera entraîné par ce mouvement aboutissant à une force gravitationnelle. Or, comme je l'ai souvent répété, les mouvements de tous ces corps des galaxies, de l'univers, définissent le temps. Et si dans l'espace primitif, l'énergie et la matière ont pu être rassemblées dans un point se situant dans un vide, par exemple, ça nous amène à croire qu'il y a un autre phénomène, si vous voulez, qui agit gravitationnellement et qui n'est pas soumis au temps, c'est-à-dire qui se trouve en dehors de notre univers et même en dehors de l'espace, confirmant que l'espace a des limites et qu'à l'extérieur, il y a tout un combiné ou mécanisme qui sert aussi de centrifuge, hein. J'ai évoqué là 2 facteurs essentiels pour l'effet gravitationnel. Il en manque donc un, et celui-ci est assez spécial. Je le réserve jusqu'au jour où j'aurai l'occasion d'en parler librement. Donc, chers amis, l'univers, le Big Bang, est créé à partir d'un calcul afin que la magnitude soit correcte. De nos jours, la température dans l'espace est de 3 degrés, donc 270 degrés Celsius. La logique fait que l'univers se refroidit, mais il fut un temps où le degré de chaleur était très élevé, au point qu'on n'imagine même pas. En revanche, on pense que l'univers a traversé 3 périodes saisonnières, si je peux me permettre, avec chacune une période où la température était différente de ces autres périodes, hein. Alors, chers amis, connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler des chiffres premiers? On dit que ces nombres sont en mathématiques ce que les atomes sont en chimie. Un nombre premier est un nombre qui n'a d'autre diviseur positif que le chiffre dont il est question et lui-même. Ces nombres premiers sont par conséquent tous impairs. Par exemple, 17 est aussi un nombre premier, puisqu'il a aussi pour diviseur 1 et 17. Pour en dire davantage, en fait, le diviseur est ce qui permet par calcul de division d'avoir un résultat de nombre entier, si vous voulez, sans aucune virgule, hein. La méthode la plus simple pour avoir recours au nombre premier, c'est d'utiliser le multiplicateur. Par exemple, 17 fois 1 est égal à 17. Pour avoir la confirmation, hein, bien sûr que c'est bien un nombre premier. Donc voilà, c'est juste une méthode pour être certain qu'on a bien comme résultat un nombre premier. Donc un nombre premier ne contient que 2 résultats au nombre entier, par le biais du diviseur. Comme je l'ai dit, 17 ne contient que 2 résultats
entier, il suffit de vous aider de la table de division de 17. Seul 17 divisé par 1 est égal à 17, et 17 divisé par 17 est égal à 1. À part ça, tous les autres résultats sont accompagnés de virgule. Si vous prenez 15 par exemple, dans la table de division de 15, malgré que 15 soit un nombre impair, on peut trouver des résultats au nombre entier. Par exemple, 15 divisé par 1 est égal à 15, 15 divisé par 3 est égal à 5. Donc 15 divisé par 5 est égal à 3, 15 divisé par 15 est égal à 1. Et ainsi de suite. Ce n'est donc pas un nombre premier, car pour que ce soit le cas, en fait, si vous voulez, il aurait fallu y trouver que deux résultats au nombre entier. Donc 15 divisé par 1 et 15 divisé par 15 par lui-même. Or que là, nous avons bien plus de résultats. Je voulais absolument vous en parler, bien que ce sont des calculs qu'on étudie au collège. Il se peut que certains d'entre vous ne soient pas au courant. Une petite révision ne fait pas de mal, surtout qu'à l'avenir, j'ai ce besoin que vous ayez déjà connaissance de ces nombres premiers pour poursuivre notre voyage. On s'en servira dans le thème approprié, donc univers, il me semble. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir ce genre de calcul, c'est tout bénéfique. Voilà. Vous pouvez appeler ça atome numérique, si vous voulez. Alors, chers amis, j'avais l'intention de réserver cette vidéo à toutes sortes de calculs pour identifier mes propos, mais malheureusement, il s'avère que ce n'est pas le thème. Cependant, dans ma rubrique, j'y ai évoqué le thème univers. Je le réserve donc pour ce thème. Alors, revenons à la vie, chers compatriotes, car sinon nous allons perdre un temps précieux tout en faisant du hors-sujet, quoi. Donc, chers amis, sachez que le pourcentage de chances pour qu'il y ait de la vie dans un univers est nul. Mais si on s'exprimait en langage mathématique, cette probabilité serait de 1 sur multiples de milliards, quoi. Donc, selon les recherches, la vie est apparue sur Terre il y a environ 500 millions d'années, après la formation de la planète. D'ailleurs, la probabilité pour que la rotation de la Terre puisse assurer une distribution généralisée des rayons du Soleil sur notre planète, pour ainsi maintenir la vie, est de 0,5%. Sachant qu'elle détient, si vous voulez, une masse capable de maintenir une atmosphère riche en oxygène, mais pas en hydrogène, si vous voulez. Elle est riche en métaux pour former les molécules de vie. La fonctionnalité, si vous voulez, de la Terre est-elle une cellule complexe, programmée pour le maintien de l'environnement planétaire. Par exemple, les plantes, connaissez-vous ce qu'est la photosynthèse ? Alors la photosynthèse est un processus qui consiste à convertir, si vous voulez, l'énergie lumineuse en énergie chimique. C'est un procédé qui amène à croire que les plantes sont intelligentes, voire bien plus qu'un simple être humain. Donc dans la photosynthèse, les plantes se servent si vous voulez, des rayons de soleil, du gaz cosmique, de l'eau et des éléments minéraux pour produire de l'oxygène et des aliments. Ce qui est impossible pour une cellule d'inventer un tel stratagème. Tout porte à croire que la vie a été créée après la formation de l'univers, de la galaxie, de la Terre, etc. Et qu'à l'origine, en prenant exemple, si vous voulez, d'une console de jeu, je dirais qu'on a créé une carte graphique et que par la suite, on y a créé des êtres pour les introduire. Le hasard n'existe pas. Et puis ça reviendrait à croire que les êtres vivants, comme les dinosaures, pourraient renaître de nouveau, dû à un phénomène surnaturel qui émane justement du hasard, mais aussi que l'être humain ne pourrait pas disparaître, puisque le même processus pourrait recommencer par hasard. On pourrait aller loin comme ça, en prétendant qu'une autre race humanoïde pourrait voir le jour, étant donné que le hasard fait bien les choses et qu'après la formation de la Terre, la vie a émergé. Voyez-vous, chers compatriotes, si on considère que le hasard fait bien les choses, alors attendez-vous à ce que les animaux envahissent la Terre en la colonisant et en instaurant, si vous voulez, un régime politique mondial, pourquoi pas, puisque le hasard pourrait les permettre d'être aussi intelligents que l'homme. Donc vous êtes libre de croire ce que vous voulez, chers amis. La méthode scientifique se définit comme ceci. Donc il est dit, pour admettre un fait scientifique, que la vie soit apparue par hasard, encore faut-il que cela soit établi selon la méthode scientifique, que l'on définit ainsi. Observer ce qui se produit
sur la base de vos observations, formulez une théorie qui pourrait être exacte, mettez-la à l'épreuve par d'autres observations et par des expériences, voyez si les prédictions découlant de votre théorie se réalisent. Parole de scientifique, hein. Donc voilà. Voilà, nous avons terminé avec ce premier thème, hein, chers amis. Avant de vous quitter, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que la mort existe? Ou pensez-vous que la mort n'existe pas? Répondez dans l'espace commentaire, hein, ça me ferait super plaisir. Alors mes chers amis, on se donne rendez-vous pour le thème prochain. Donc ce sera le thème le monde. Sur ce mes amis, portez-vous bien. Peace and love.